Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir à la médiathèque Marguerite Duras pour ce nouveau cycle Collège de France faire connaissance, en partenariat donc avec le Collège de France. Dans le cadre de ce cycle, la médiathèque recevra, j'ai déjà eu des questions, tous les 2 mois, un professeur du Collège de France pour une rencontre autour de questions soulevées par ses recherches, le métier et le rôle du chercheur dans la société contemporaine. La prochaine conférence, on peut déjà vous le dire, aura lieu le samedi 7 octobre prochain à 11h. Et nous inviterons à cette occasion Philippe Aghion sur la thématique « Repenser le capitalisme ». Vous appréciez. Alors, on tenait, comme d'habitude, toujours, on commence par remercier toutes les personnes qui font que cette soirée est possible. Donc, nos interlocuteurs au Collège de France, Reynald Bellet et Raphaël Dutheil, l'association Bibliocité qui est venue en nombre, en particulier Annabelle Alain pour son expertise et son aide sur les questions de communication, la direction des affaires culturelles, en la personne d'Aurélie Filippetti, directrice d'affaires culturelles de la ville de Paris, et de M. Tillet, qui hélas n'est pas là ce soir, conseiller culture, le bureau des bibliothèques et de la lecture, M. Jean-Arthur Crève, chef du bureau, Fadette Brissot, coordinatrice action culturelle, la librairie Le Merle Moqueur qui assure la vente dédicace ce soir. Vous pourrez encore acheter des ouvrages après la rencontre. Et je finis toujours par l'équipe de la médiathèque, sans qui rien ne serait possible. En particulier le pôle action culturelle, Sophie et Marie, qui ont trouvé le nom du cycle. Notre régisseur Gaetano, Johan, qui est ici ce soir, ainsi que mon adjointe Sandrine. Enfin, nous remercions surtout donc Madame Filippetti, qui est là ce soir et à qui je vais donner la parole pour présenter Monsieur Patrick Boucheron. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis, cher Patrick Boucheron et chère Isabelle Kiss, Madame la directrice de la bibliothèque Marguerite Duras. Je m'associe évidemment aux remerciements d'Isabelle pour toutes les équipes, celles du Collège de France avec Reynald Bellet et celles de la direction des affaires culturelles que j'ai l'honneur de diriger. Et je cite aussi Estelle Sicard qui nous a fait l'amitié et la surprise de venir aussi ce soir. Donc la DAC et les équipes de la direction des affaires culturelles sont elles-mêmes passionnées par ces conférences. Je veux remercier évidemment Bibliocité pour son engagement aux côtés de nos bibliothécaires tout au long de l'année. Et je suis, je dirais, extrêmement heureuse et même un peu émue de ce partenariat que nous avons initié avec le Collège de France en un temps record. Pourquoi émue ? Parce qu'au fond, c'est la preuve que nous partageons un grand nombre de valeurs communes et la ville de Paris s'inscrit pleinement dans cet objectif, cette mission, cette noble mission du Collège de France qui est l'accès au savoir, l'accès à la culture, l'accès aux sciences et à la science pour tous et de manière gratuite. Et c'est bien le rôle de notre réseau formidable de bibliothèques au sein de la ville de Paris que de vous donner aussi accès à ce savoir à travers évidemment tous les fonds que nous mettons à votre disposition, mais aussi à travers ces rencontres, ces conférences, ces discussions, débats avec des auteurs et des autrices. Nous avons évidemment avec Patrick Boucheron, je dirais, la meilleure illustration possible de ce que l'on peut faire en termes d'idéal humaniste. Alors, je vais faire un petit saut
dans le temps, puisque l'humanisme, c'est plutôt l'humanisme de la Renaissance, et qu'avec Patrick Boucheron, on remonte plus loin, on remonte au Moyen-Âge, puisque c'est le grand spécialiste de l'histoire médiévale en Europe du XIIIe siècle jusqu'au XVIe. Cher Patrick, on se tutoie dans la vraie vie, donc on va se tutoyer aussi ce soir, mais tu as travaillé sur notamment ce très très beau texte que j'ai fait beaucoup étudier à mes étudiants, qui s'appelle « Conjurer la peur » et qui parle de la représentation aussi du pouvoir à travers la fresque d'Ambrogio Lorenzetti qui se trouve au Palazzo Comunale de Sienne et qui est, vous savez, ce tableau, on l'appelait, et toi tu nous as expliqué pourquoi il fallait plus l'appeler comme ça, le bon et le mauvais gouvernement. C'est une représentation, bien sûr, de la politique à travers l'art. Et donc, Patrick embrasse tous les champs. Il embrasse évidemment le champ de l'histoire et il va parler ce soir du rôle de l'historien dans la cité. Mais tu travailles aussi sur la littérature, sur les sciences sociales, sur l'art, sur toutes les représentations, finalement, en montrant la profonde connexion entre ces différents domaines de connaissance de l'esprit humain. Donc, merci à toi d'être là. Tu es titulaire de la chaire donc, Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe, XVIe siècle, depuis 2015. Et c'est vrai que pour la ville de Paris, comme évidemment et malheureusement pour la France, décembre 2015, le moment où tu fais ta conférence, ta leçon inaugurale, on est tout de suite dans l'après-attentat. Et Patrick, dans ce texte sur la représentation de l'histoire, que peut l'histoire, tu t'interroges sur ce que peut l'histoire aussi face à l'actualité et à l'actualité qui nous dépasse. Et donc je voudrais, avant de te passer la parole, finalement te citer, parce que ce soir, Patrick va parler, mais je pense que si vous êtes ici tous si nombreux et nombreux ce soir, c'est parce que vous aimez le lire. Et Patrick Boucheron est aussi, et je dirais peut-être avant tout, un grand écrivain, dont on apprécie le style, la poésie de la langue, la finesse et la délicatesse des images, car l'histoire est aussi évidemment un pan important de la littérature. Donc je vais te citer. Il y a un mois, je suis retournée place de la République, comme tant d'autres, avec tant d'autres, incrédules et tristes. Le soleil de novembre jetait une clarté presque insolente, scandaleuse, dans sa souveraine indifférence à la peine des hommes. Depuis janvier 2015, comme une houle battant la falaise, le temps passait sur le socle de pierre blanche qui fait un piédestal à la statue de Marianne. Le temps passait, les nuits et les jours, la pluie, le vent qui délavaient les dessins d'enfants, éparpillaient les objets, effaçaient les slogans, estompant leur colère. Et l'on se disait, c'est cela un monument, qui brandit haut dans le ciel une mémoire active, vivante, fragile. Ce n'est que cela une ville. Cette manière de rendre le passé habitable et de conjoindre sous nos pas ces fragments épars. C'est tout cela l'histoire, pourvu qu'elle sache accueillir du même front les lenteurs apaisantes de la durée et la brusquerie des événements. Parmi les fleurs, les bougies et les papiers collés, j'ai vu une page arrachée à un cahier d'écolier. Quelqu'un, à l'encre bleue, d'une écriture sagement appliquée, y avait recopié une citation de Victor Hugo. Merci Patrick pour ces lignes et merci pour cette émotion. Et je pense qu'elles décrivent bien justement les relations entre le travail de l'historien et la cité. Et finalement, c'est aussi un pan important de ton œuvre. Donc maintenant, je te passe la parole. Merci beaucoup. Merci Aurélie pour ces mots qui me touchent énormément, comme me touche le fait d'être avec vous ici. Quel plus beau lieu peut-on imaginer pour faire connaissance qu'une bibliothèque ? Madame la directrice, je vous remercie de votre accueil. Et c'est vrai que faire connaissance, c'est bien trouvé. C'est bien trouvé pour dire à la fois le plaisir de la rencontre et dire la nécessité d'une construction partagée du savoir. Il ne s'agit pas simplement
Pour nous, au Collège de France, et je remercie aussi celles et ceux qui rendent possible cette rencontre, il ne s'agit pas pour nous d'aller chercher des audiences, d'aller trouver ailleurs de quoi satisfaire le plaisir narcissique de se montrer ou de parler, mais de multiplier les expériences, c'est-à-dire les lieux de rencontre, de s'exposer dans tous les sens du terme, y compris peut-être de se mettre en difficulté. Et pour cela, effectivement, se souvenir que la connaissance, ça se fait, ça se fabrique, ça se construit ensemble, et que dans une discipline comme la mienne, l'histoire, dont je vais tenter de dire quelques mots avec vous, et puis avant d'en discuter, évidemment, c'est une discipline qui est évidemment confrontée au travail du temps, à l'usure des événements, mais aussi à la méchanceté d'une actualité qui vient en éroder les fondations, cette fameuse méchanceté des temps dont parlait Machiavel. Et comment faire front, comment, d'une certaine manière, sans être indifférent à l'histoire, celle qui nous ballotte, ou au contraire s'abandonner à cette vague, comment tenter de prendre position pour justement faire notre métier au travail de l'histoire. C'est la question que je voulais poser en toute simplicité et qui pose effectivement le problème du rôle de l'historienne et de l'historien. Vous savez, François Truffaut disait des Français qu'ils avaient toujours deux métiers, le leur et celui de critique de cinéma. On peut le dire de bien des manières. On peut dire qu'ils ont aussi comme métier le leur et celui de sélectionneur de l'équipe nationale, mais quand même aussi, ils ont comme second métier celui d'historienne ou d'historien. C'est un savoir partagé. Et c'est à la fois un plaisir pour nous. J'enseigne évidemment dans une institution qui s'est mis tardivement à faire de l'histoire. C'est pas le Collège de France né de l'humanisme, de cet humanisme des années... c'est en 1530, on va bientôt d'ailleurs fêter son anniversaire, que le Collège de France se constitue comme école des autres, c'est-à-dire comme lieu où on va construire un rapport au monde qui n'est pas celui simplement de l'identité, de l'appartenance, mais les premières chaires, vous le savez, c'est des chaires de grec, des chaires d'hébreu, des chaires de mathématiques, c'est-à-dire ce qui ne s'enseigne pas à l'université. Et plus tard, très vite, viennent l'arabe, les langues orientales. C'est comme école de l'autre que s'est constitué le Collège de France et d'une certaine manière enseigner notre propre histoire. C'est arrivé assez tard. On pense à Michelet, évidemment, sa chaire d'histoire et de morale. Il y en a eu d'autres avant. Mais globalement, ce ne sont pas ces disciplines académiques solidement instituées qui en font, je dirais, la caractéristique historique de ce Collège de France. Sauf qu'aujourd'hui, l'histoire, elle est, comme le disait Lucien Febvre, lorsqu'il s'agissait pour lui de réarmer sa discipline dans l'université de Strasbourg, libérée en 1946, l'histoire face au vent, sauf qu'elle est aujourd'hui, effectivement, confronté au grand vent de la contestation, de la discussion, de l'opposition, et qu'on peut se poser la question de savoir effectivement quel est le rôle de l'historien et s'il a à le défendre face à des usages partagés, démocratiquement partagés, mais aussi parfois âprement disputés de l'historien. C'est bien qu'on pourrait dire aussi d'un historien qu'il a deux métiers, le sien, celui d'être historien de ce qu'il travaille, et c'est pourquoi j'ai voulu mettre le terme de travail dans le titre même de mon intervention, parce que ultimement, ce qui va nous permettre au fond d'intervenir dans le débat public, c'est notre travail, c'est pas notre statut. En italien, chère Aurélie, on n'est pas historien, on fait l'historien. De même qu'on fait connaissance. Ça veut dire qu'on ne l'est pas avant d'avoir prouvé qu'on ne cesse de le devenir dès lors qu'on travaille, dès lors qu'on a une position de connaissance dans le débat public,
de laquelle on s'autorise. Et ce n'est pas d'autre chose qu'on peut s'autoriser. Donc le travail de l'histoire, c'est ça. Et être un historien, c'est d'abord être un historien de quelque chose, ou une historienne de ce sur quoi on travaille. Mais voilà, le double métier ou la double vie des historiens, c'est qu'ils doivent aussi sans cesse se justifier sur leur rôle. Et redéfinir, renégocier dans une arène démocratique et sans chercher effectivement à faire, à faire baisser je ne sais quelle garde ou quel pont-levis de dédain ou de distinction pour dire non, c'est moi qui sais, écoutez-moi. Non, il s'agit de faire connaissance. Donc, ce rôle des historiens, il se redéfinit sans cesse. Et je voudrais effectivement dire quelques mots sur la manière dont on doit accueillir avec calme et détermination cette incertitude du savoir historique qui ne s'affaiblit pas quand elle expose avec suffisamment de lucidité ses doutes. Le doute est le moteur même de la connaissance, mais qui doit, à certains moments, sur certains sujets et avec un certain ton, dessiner l'arène des hypothèses recevables, c'est-à-dire accepter aussi l'idée que toutes ne le sont pas. Et donc, au fond, affirmer un régime de vérité propre à l'histoire. Et comment le faire sans user d'un argument d'autorité, en restant toujours effectivement dans le dialogue et le débat, c'est difficile. C'est ça qui est passionnant, évidemment. Par rapport à mes collègues du Collège de France, j'ai cet exorbitant privilège et d'une certaine manière, cette difficulté que je parle une langue naturelle, que je ne peux pas accuser l'écart en me mettant à faire des équations au tableau ou à vous parler de physique quantique, où là, d'une certaine manière, on n'est pas à égalité, ou enseigner justement une langue rare pour l'histoire que j'enseigne ou que je travaille ou sur laquelle j'écris. Le coût d'entrée, comme le disait Pierre Bourdieu, est très bas. Enfin, je veux dire, je travaille sur l'Italie. Qui ne connaît pas l'Italie? Enfin, vous avez votre idée sur l'Italie médiévale. J'ai la mienne, on peut la confronter, mais évidemment, on n'est pas dans un rapport pour faire connaissance qui est le même que si j'enseigne comme mes collègues l'épigénétique ou la chimie des matériaux biologiques. Bon, voilà. Donc, ça pose un autre problème démocratique au rapport à la connaissance. Et en même temps, je me souviens que lorsque j'ai, en 2015, donc j'ai eu la chance de faire de faire connaissance avec mes futurs collègues, Édouard Barr, qui a la chaire de climatologie, donc lui-même, qui est aussi, on va dire, face au vent, m'a dit « Ah, c'est intéressant, je suis content de pouvoir parler à un historien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment, dans un espace démocratique, on peut avoir raison face à plus ignorant que soi ?» Parce que vous êtes confronté à cette question et vous devez bien avoir des réponses. Et malheureusement, j'ai été contraint de le décevoir. Oui, nous sommes confrontés à ces questions, mais nous n'avons pas la réponse. Et évidemment, je suis, pour me présenter, né en 1965. Donc, j'avais 20 ans en 1985 et 85, et en France, l'année d'une mise à l'épreuve du savoir historique par la crise qu'on a appelée révisionniste, mais qui est en fait négationniste, ce que Pierre Vidal-Naquet a appelé les assassins de la mémoire. Et d'une certaine manière, ce combat, nous y sommes encore. Ça a été le combat de mes 20 ans. Enfin, j'étais déniaisé, désenchanté sur le rôle de l'historien au travail de l'histoire à ce moment-là, par le fait que, on perd des pieds sur quelque chose d'aussi simple, apparemment,
qui savait quoi, quels sont effectivement, est-ce qu'il y a un certain nombre de faits sur lesquels on peut s'entendre. Et comme vous le savez, c'est une question qui a une question difficile, celle dite des lois mémorielles, même si je pense qu'on a tort de mettre dans la même catégorie la loi Guesso, la loi Taubira, etc. Mais la loi Guesso, vous savez, c'est celle qui criminalise le fait de dénier la réalité à la destruction des Juifs d'Europe, qui n'ont pas une opinion ou une hypothèse, mais une idée à combattre. Et d'une certaine manière, c'est une loi nécessaire, mais le fait même d'avoir dû l'édicter dit, malgré tout, incontestablement, une défaite de la raison. Et nous en sommes là. Et évidemment, pour discuter ensemble de ce que peut l'histoire, de ce travail de l'historienne et de l'historien de métier face à une société qui le bouge, qui le transforme et qui le met en doute lui-même. Tu as cité effectivement cette leçon inaugurale qui est prononcée 3 semaines après l'attentat du 13 novembre 2015. Évidemment que d'une certaine manière, le réel vient faire effraction dans ce qu'on pouvait dire de l'histoire aujourd'hui. Et depuis lors, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai travaillé en 2020 dans un amphithéâtre vide à dire un cours sur la peste noire parce que effectivement bien sûr que d'une certaine manière le réel venait faire effraction dans un objet du passé. Et je ne pouvais pas dire au Covid, c'est moi qui ai eu l'idée en premier. C'est vrai que j'ai eu l'idée en premier. Je commence à travailler, j'ai commencé à travailler sur la peste noire en 2015-2016, mais au moment où j'en parle, 2020, eh bien, tout a changé. Mon expérience, notre expérience commune est évidemment bouleversée par le fait que nous vivons ensemble cette expérience extravagante d'être séparés simultanément. Bon. Et ça, j'avoue que du point de vue de la condition historique, ça m'a mis dans une situation dans laquelle mon savoir historique ne me servait à peu près à rien. C'est-à-dire que, évidemment, en cas par gros temps, c'est un des rôles des historiens. On va les voir et on leur dit alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on a déjà vécu ça ? Est-ce qu'il y a des précédents ? Est-ce que vous pouvez comparer la situation à celle qu'on est en train de vivre ? Est-ce que c'est pas le... Bon, voilà. Et les mots du passé, fascisme, etc., est-ce qu'ils reviennent-ils intacts, inentamés, etc. Et d'une certaine manière, je suis bien obligé de reconnaître qu'à part un historien qui est un héros, qui s'appelle Marc Bloch, qui évidemment, de fait, a réussi, au fond, le tour de force d'aller chercher dans le passé une ressource d'intelligibilité pour le présent et d'écrire les tranches des faits. La plupart des historiennes et historiens de métier ne sont pas plus lucides que les autres sur le temps qu'il fait. Ils sont eux-mêmes travaillés par l'histoire et d'une certaine manière, il n'y a aucun privilège de lucidité à travailler sur le passé. On n'en affronte pas mieux les injures du temps. Bon. Mais au moins, on peut réfléchir à ce que ça nous fait. C'est ça que j'appelle le travail de l'histoire. Et c'est pour ça que je dis qu'au fond, on doit se présenter avec suffisamment d'humilité pour dire que même si on est spécialiste de telle ou telle chose, eh bien, on est nous-mêmes embarqués. Nous sommes toutes et tous embarqués. Pourquoi ? Parce que le travail de l'histoire, ça s'entend de deux manières. On travaille à construire des savoirs nouveaux, on travaille à les rendre socialement partageables et on travaille à les inscrire dans un espace de discussion qui est effectivement démocratique, parce que ce qu'on va dire est falsifiable, comme disent les épistémologues, c'est-à-dire que vous pouvez le vérifier, le
contrôlée, et y compris par des petites, ce qui apparaît comme des affaîtries de l'érudition, ces petites notes de bas de page que Marc Bloch disait être une morale de l'intelligence. Bon. Donc, moi, je crois qu'il faut toujours renvoyer les historiens au travail. Et lors des grandes... c'est cela qui les autorise, au fond, à parler d'un autre ton dans l'espace public. Mais c'est très difficile, parce qu'il y a un moment où il faut que vous nous croyiez. Comment, à un moment donné, moi j'ai animé une émission sur France Inter, c'est fini, mais pendant 2 ans, il y a un moment où on était confronté à, vous le savez bien, une très violente entreprise de falsification de l'histoire en partir de septembre de l'année dernière et de la mise de la candidature à l'élection présidentielle d'Éric Zemmour. Comment on fait ? Comment on rend, quand on a très peu de temps d'antenne, comment on fait pour faire comprendre que si j'invite Laurent Joly, qui est historien de Vichy et des Juifs, qui travaille depuis 20 ans sur ces questions-là, ça n'a pas le même poids. Ça ne peut pas être symétrisé avec l'opinion d'un polémiste, parce que cette question-là, elle doit être, au fond, exceptée, extraite du royaume des opinions. Et pas simplement les faits, les hypothèses. La loi réprime effectivement la négation des faits, mais pas celle des hypothèses. Après tout, quand Éric Zemmour dit « Moi, je crois que Philippe Pétain a sauvé des juifs français en livrant des juifs étrangers », il ne nie pas un fait, il produit une hypothèse qui est fausse. Mais comment dire qu'une hypothèse est fausse ? Et comment ne pas simplement se contenter d'être cru sur parole en disant « Bon, écoutez, ça va, franchement, il y a une... moi, j'ai beaucoup travaillé. » Non, et où on est très nombreux à avoir beaucoup travaillé. Oui, mais sauf que nous sommes dans une société où, et c'est ce que mon collègue climatologue me disait, que dans une société où le fait d'être très nombreux à penser la même chose peut être suspect. C'est évidemment le drame du GIEC, d'une certaine manière. La construction, si on fait connaissance, c'est-à-dire si on construit une connaissance par un consensus savant qui est, d'une certaine manière, admirable, d'ampleur et de solidité. On n'a jamais construit une hypothèse scientifique aussi rapidement et aussi sûrement qu'on a construit l'hypothèse scientifique de l'origine humaine du changement climatique qui, aujourd'hui, s'est imposée à l'ensemble du consensus savant, qui fait que le climato-sceptisme prendra d'autres formes, mais n'attaque plus frontalement, en fait, cette vérité de fait. Elle peut être pernicieuse, mais elle ne l'attaque plus frontalement. Ça pose la question effectivement du consensus savant. Et ça, effectivement, c'est quelque chose dont j'aimerais qu'on puisse discuter ensemble, de savoir jusqu'où il est légitime, en régime démocratique, d'un moment suspendre la discussion et dire ça, si vous le voulez bien, on n'en discutera pas ensemble, parce que, et pas seulement parce que c'est interdit par la loi, mais parce qu'il y a un consensus savant qui... Voilà. Alors, vous voyez, bon, moi je suis prêt à... Alors, c'est ce que disait effectivement Pierre Vidal-Naquet. Je ne discute pas recettes de cuisine avec les anthropophages. Bon, ça veut dire que moi je suis prêt à discuter avec vous de Jeanne d'Arc, savoir si quelqu'un me dit, alors moi je crois que c'est la fille de Charles VII, je dirais franchement je crois pas, etc. Mais si quelqu'un me dit que c'est un extraterrestre, là je suis bien obligé d'arrêter la conversation, vous voyez. Mais c'est pas facile. C'est moi. Alors si c'est moi, alors ça, là en revanche je suis très intéressé. Bon.
Bon, voilà, donc ce sont toutes ces questions que j'aimerais, au fond, qu'on puisse débattre ensemble. Et au fond, la question de faire connaissance, je vois que l'heure tourne et il est temps peut-être de faire, voilà, d'en discuter ensemble. Elle pose le problème, et c'est ça effectivement que j'ai mis en avant dans le titre de cet échange, entre, je dirais, l'engagement citoyen et, disons, le travail de la preuve. Enfin, l'historien, en tant qu'il est engagé et en tant qu'il est un travailleur de la preuve. Je voudrais juste dire deux choses de ce point de vue-là et qui sont liées à mon expérience personnelle. La première, c'est que pour moi, l'engagement s'entend comme une qualité d'adresse. On s'engage physiquement, on s'expose, on parle d'une certaine manière et avec suffisamment de franchise pour que, non pas vous me croyez sur parole, mais vous voyez que c'est moi qui parle et ce n'est que moi. Et donc, par conséquent, il y a une fragilité intrinsèque à tout ça, mais que ça ne remet pas en cause, encore une fois, le régime de vérité de l'historien. Et ça, c'est vraiment voilà, un équilibre qui est difficile à trouver, et qu'on soit bien d'accord sur le fait que les historiennes et les historiens de métier ne sont pas condamnés à la neutralité. On ne les oblige pas à l'objectivité. La seule chose qu'ils vous doivent, c'est leur probité. C'est-à-dire qu'ils disent avec suffisamment de franchise l'endroit d'où ils parlent, l'endroit d'où ils voient les choses. Et voilà pourquoi, effectivement, la méthode historique, qui est globalement la même depuis la fin du XIXe siècle, s'est seulement enrichie depuis la Seconde Guerre mondiale d'une exigence d'autoréflexivité. C'est-à-dire non pas pour le plaisir narcissique de se raconter, mais pour le fait de se poser soi-même en tant que sujet observant. Georges Duby disait « Je dis je pour avertir mon lecteur ». Pour l'avertir, pour le prévenir, et que cette expression, le prévenir, vous prévenir, se charge à la fois de son sens cognitif, avertir, et de son sens, j'allais dire, presque affectueux, être prévenant. Bon. Et pour cela, il faut qu'on pose ensemble la question du rapport à l'engagement. Aujourd'hui, on entend beaucoup d'intellectuels, de plateaux télévisés, militer contre la militance. Dire, voilà, tout cela sont des historiens militants, leur discours, leurs paroles s'en trouvent dévalorisés. Mais sur des sujets qui nous intéressent, Aurélie et moi, la question de l'immigration, la question de la classe ouvrière, nous savons bien que ces sujets-là, ils sont nés, en fait, dans des historiographies militantes, qui n'avaient pas littéralement droit de citer à l'université. Et moi, je suis suffisamment vieux pour vous le dire, l'histoire coloniale, je ne parle même pas de l'histoire de l'esclavage, mais l'histoire coloniale n'avait pas droit de citer dans l'université. Ou si elle existait, c'était comme un à côté. Elle ne faisait pas partie de l'histoire nationale. Et c'est parce qu'il y a eu des gestes militants que, après tout, le dictionnaire du mouvement ouvrier français, le Métron, au départ, ce n'est rien d'autre qu'un geste militant. Et progressivement, il s'institutionnalise, il rentre au cœur de l'institution. C'est vrai aujourd'hui, ça a été vrai évidemment de l'histoire des féminismes et des luttes féministes, et c'est vrai aussi de l'histoire de l'immigration. A ouvert samedi et dimanche dernier, le musée national de l'histoire de l'immigration. J'en suis particulièrement fier. J'ai participé très modestement à l'élaboration du projet de refonte de la galerie permanente. Et on pourra en parler parce que d'une certaine manière, ça décrit quelque chose de très simple et qui devrait être notre ligne de conduite et sur laquelle je m'arrêterai parce qu'au fond, elle est commune à notre
voilà nos préoccupations et notre ambition au Collège de France et à la ville de Paris. On peut l'appeler humanisme, on peut l'appeler idéal des Lumières, c'est-à-dire simplement un idéal d'émancipation, à la fois individuelle et collective, par le savoir, sur un sujet comme l'immigration. Toutes les études d'opinion montrent que la haine baisse quand la connaissance augmente. Voilà. Que plus on est au fait de ces questions, moins, d'une certaine manière, on hait. On ne peut pas haïr dans le détail, dit Caroline Emke. C'est-à-dire que quand on hait généralement, on confond. Mais à partir du moment où on prête attention aux choses, où on documente, alors là, effectivement, les choses sont possibles. Et quand on nous demande, vous n'êtes pas désespéré, parce que quand même, faire un musée en ce moment, c'est difficile. Il y a un écart maximal aujourd'hui. Et François Héran, mon collègue au Collège de France, est quand même vaillant. Il est spécialiste d'un... voilà, je veux dire, il y a un moment où c'est difficile de ne pas hausser le ton. Lui, il dirige un institut Convergence. L'Institut Convergence en Europe, c'est 680 chercheurs sur l'immigration. 680 chercheurs. Et toujours, on va l'opposer à « Ah ben oui, mais Eugénie Bastier dit le contraire ». Alors, je veux dire, comment on fait ? Comment on fait pour garder son calme ? Eh bien, je crois qu'on s'accroche sur cette idée que quand on documente, quand on fait progresser le savoir, quand on fait connaissance, ça veut dire qu'on augmente la connaissance et on augmente la capacité effectivement de se rencontrer. On fait baisser le taux d'agressivité et d'hostilité. Et donc, le seul engagement qui vaille, c'est un engagement dans le travail, dans le fait qu'on doive effectivement faire progresser le savoir. Ça ne veut pas dire faire la leçon. Ça ne veut pas dire produire des grands discours véhéments. Je crois par exemple que sur ces questions sur l'immigration, une fois qu'on a constaté l'incroyable écart entre la qualité de la recherche et la pauvreté du débat public, qui est aussi un appauvrissement de la langue, pour ne pas s'en désespérer, il faut, au fond, simplement se contenter de dire qu'on n'aura pas perdu son temps quand on aura simplement produit un socle de connaissances partageables. Et que ce sujet-là, au fond, eh bien, le simple fait de le rendre disponible, ici une bibliothèque, là un collège de France, plus loin un musée, de toute façon, c'est la seule solution que je vois. Et pour l'instant, c'est la seule solution qu'on a. Donc, c'est à celle-là, je crois, qu'on doit s'accrocher. Et c'est ça, au fond, le travail de l'histoire. Donc, voilà ce que je voulais vous dire au début pour engager la discussion. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Patrick. Alors, est-ce qu'il y a déjà des questions ? Déjà une question, alors. Monsieur ? Est-ce qu'on peut dire en histoire cette fameuse phrase « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Alors, par exemple, un des enjeux du musée de l'histoire de l'immigration, justement, le musée national d'histoire de l'immigration, et c'est un musée national, ça veut dire que les collections sont inaliénables, c'est très important, au fond, ça pèse son poids de reconnaissance, c'est qu'on a voulu donner à voir, et donc il y a un enjeu à la fois de connaissance et de reconnaissance, donner à voir des parcours de vie, des expériences effectivement des populations immigrées.
Et eux, il est évident que pour les populations immigrées, elles sont d'autant plus heureuses qu'elles vivent, sinon cachées, du moins à l'abri de la politisation des discours. Voilà. Et ça, c'est une évidence. C'est-à-dire que si vous suivez ce parcours, vous vous rendez compte qu'au fond, il y a le fil des migrations, il y a le fil de la nationalité. On l'a, on l'a pas, on l'a pu, on la perd. Il y a le fil de l'histoire politique de la France, parce que si on perd la nationalité française, par exemple, c'est parce qu'il y a eu une décolonisation. Donc d'un coup, il y a 10 millions de Français qui ne sont plus Français. Bon, voilà. Qui peuvent le redevenir, mais bon, voilà. Donc il ne faut pas discuter à France constante. Et puis, il y a la politisation. C'est-à-dire qu'on voit, depuis le 19e siècle, combien il est fréquent de faire des carrières politiques en stigmatisant les étrangers. Que c'est presque un fonds de commerce. Voilà. Et alors, c'est pour ça que c'est pas que les populations immigrées souhaitent vivre cachées. Elles vivent toujours dans un régime d'incertitude, en fait. Une fragilité existentielle. Mais c'est qu'elles préfèrent toujours quand on ne parle pas d'eux. Oui, ça c'est sûr. Je me demandais, en t'écoutant, je repensais à au fond, l'une des lignes aussi directrices de ton travail, enfin de votre travail, parce que tu travailles aussi en collectif, et l'histoire mondiale de la France que tu as coordonnée était un gigantesque travail aussi pour faire un pas de côté et nous amener à décentrer notre regard. Et au fond, la forme d'engagement qu'il y avait, c'était aussi de sortir de l'obsession nationale et de l'obsession nationalo-centrée, si j'ose dire, ce qui ferait hurler en dehors de cet hémicycle. Et il y a une très belle phrase de C.S. en ouverture du musée de l'immigration. Voilà. Qu'est-ce qu'une nation, évidemment ? Un corps d'associés vivant sous une loi commune et représenté par la même législature. En fait, en quelque sorte, tu dénaturalises l'idée nationale, tu la désidentifies. Oui. Tu sors de la notion d'identité, en fait, pour montrer un mouvement, le mouvement qui est un mouvement politique diachronique. Voilà. Ça, c'était effectivement le geste collectif de l'histoire mondiale de la France, mais au fond, dénaturalisé, c'est le geste, au fond, ordinaire de toutes les sciences sociales, c'est-à-dire, en fait, troubler les évidences, compliquer les appartenances, rendre plus discontinus les héritages. Mais ça ne veut pas dire tout saccager. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un historien de la France. J'ai pas à m'en excuser ou à me justifier. Au départ, c'est à partir des villes d'Italie, tu l'as dit, Sienne, Milan, qu'ensuite je travaillais sur la mondialité, en fait, donc une histoire du monde au XVe siècle, etc. L'histoire de l'identité, ça m'a jamais intéressé. Voilà. L'identité de la France de Fernand Braudel est un livre que là encore, j'avais 20 ans, alors qu'il nous ouvrait grand les portes et les fenêtres d'une histoire de grand large, d'une histoire qui respirait avec la Méditerranée et autres. L'identité de la France m'avait semblé racornie, m'avait semblé effectivement une sorte de promesse non tenue, comme si on nous refermait, claquait au nez cette porte qu'on nous avait ouverte. Et c'est vrai que c'est un livre de vieillesse pour Fernand Braudel. Ce qu'on n'avait pas compris, c'est qu'à ce moment-là, 83, 84, 85, c'était une entreprise idéologique importante, parce que l'identité, au départ, c'était plutôt un thème progressiste. Ça, Vincent Martigny l'a montré. C'est plutôt, effectivement... la gauche de gouvernement qui a cette idée par anti-américanisme de défendre l'identité française, etc. Et puis ensuite, elle s'essentialise, puis elle se racialise, puis effectivement, ça amène ceux qui sont historiens d'autre chose
à s'en désintéresser. Et puis, à un moment donné, on considère, enfin, en tout cas, moi, j'ai considéré, et les historiennes et les historiens avec moi, plus jeunes que moi, qu'il était inconséquent de s'en désintéresser à ce point, tant que d'autres, effectivement, en faisaient ce que tu appelles le fonds de commerce. Et moi, j'ai failli ne jamais écrire sur la France. J'ai écrit 2 fois. D'abord, effectivement, en 2015, avec un écrivain de mes amis qui s'appelle Mathieu Riboulet, qui est mort malheureusement. Ça s'appelait Prendre date. C'était sur les 7, 8, 9 janvier 2015, ces jours qui ont failli défaire la France. Et j'ai longtemps cru que ça serait ma première contribution et ma seule contribution à l'histoire de France. Et à la fin, il y avait une phrase, effectivement, de Michelet, à la fin de ce petit livre, Prendre date. Michelet, le jeune Michelet, écrivant « Ce ne serait pas trop du monde pour expliquer la France ». Et c'était la phrase qui m'était venue le 11 janvier 2015. Et c'est cette phrase qui a été la mèche, littéralement, qui a mis le feu aux poudres de l'histoire mondiale de la France et qui en est l'exergue. Et à ce moment-là, toujours sur ce même principe, effectivement, on essaye de construire. Mais tu sais, en fait, ce que l'écrivain et poète Jean-Christophe Bailly appelle une émotion de l'appartenance. C'est-à-dire que, ainsi remise en cause, je pense qu'elle est infiniment plus aimable. Et que je n'ai jamais compris, mais c'est ça peut-être être historien, en quoi historiciser une émotion ou une appartenance, c'était l'affaiblir. Nous sommes bien placés pour savoir que si les choses sont nées, si elles peuvent mourir, ça veut dire qu'elles sont entre nos mains et qu'on doit en prendre soin. Donc, si on me dit que ça n'a pas toujours été comme ça, pourquoi ça me désespérerait? Et ça, c'est effectivement la question d'une manière de concevoir le social comme une construction. Alors, d'autres questions? Oui, bonsoir. Faire connaissance, c'est vraiment en Europe, c'est relativement facile. Il y a des régimes très variés, même si on va de plus en plus à droite. Moi, j'habite le 20e et je connais un élu du 20e qui est en charge de la francophonie. Et j'ai entendu son discours, il est franco-malien. Et donc, il m'a dit, de plus en plus, il y a un discours, et notamment, j'ai rencontré un jeune là, qui habite le quartier, il part dans sa famille au Mali. Et lui, il ne connaît pas le Mali, mais il a des parents au Mali. Et au retour, je lui dis, Kader, comment ça s'est passé? Oh, c'est impeccable. Depuis qu'on a chassé les Français, tout va pour le mieux. Et alors, moi, j'ai été stupéfait parce que j'arrive de l'Europe de l'Est. Bon, je suis né en France, mais ce discours m'a stupéfait. J'en parle à l'élu du 20e, qui est en charge de la francophonie, et il me dit, mais ce discours est de plus en plus présent en banlieue, c'est-à-dire la communauté malienne. Quand on sait que la communauté malienne fournit en devises le deuxième revenu de l'État, actuellement, il y a eu un coup d'État constitutionnel, c'est vraiment surprenant. Et il me dit, voilà, non, on s'est débarrassé des Français, tout ça. Et alors, il y a de plus en plus des phénomènes comme ça en banlieue. Et je pense que la connaissance par rapport à une réalité à la fois coloniale et tous les discours qui sont repris par l'extrême droite, je crois qu'il y a tout un travail à faire. Voilà. Merci. Tu veux dire un mot? Non, bah, je te laisse la parole. Oui, vous avez tout à fait raison. De toute façon, il y a un moment. Alors, il y a un moment aujourd'hui de la place de la France dans le monde, en particulier en Afrique, et on peut considérer que c'est injuste, que c'est un peu à contretemps, que pourquoi aujourd'hui alors que ça a pu être pire, bien sûr, sauf que c'est comme ça, et pas seulement au Mali. Voilà, moi, on m'a demandé d'aller, je vais au Maroc demain matin pour parler des droits de l'homme, etc. Et on m'a dit, très bien, mais vous savez, ça va être difficile. Les relations
entre la France et le Maroc, elles ne sont pas au beau fixe aujourd'hui, pour plein de raisons qu'on peut objectiver. Alors il y a des raisons objectives, justement, la crise des visas, etc. Et là, on peut ne pas être fier, mais si les Marocains reprochent aux Français le fait qu'ils tentent de se rapprocher un peu de l'Algérie, là, on n'a pas non plus à... voilà, on peut discuter, quoi, voilà. Donc en tout cas, ce qui est certain, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'on est à un moment, de toute façon, qui est extrêmement tendu, en particulier avec voilà, la jeunesse, sur cette question. Et que ce n'est pas en haussant le ton ou en faisant du catéchisme républicain qu'on va faire retomber cette colère. Cette colère, elle est là. Donc il faut faire avec. Et il faut tenter de la... il faut discuter, quoi. Voilà. Sur cette question-là, je suis éditeur. J'ai la chance d'être éditeur au Seuil. On a, au mois de septembre, va sortir un livre que je crois un livre majeur, un grand livre collectif, sous la direction de Pierre Saint-Garavelou, avec Nadia Yala-Kissoukidi, Mélanie Lamotte, Guillaume Blanc comme coordinateur, et qui est un livre international et vraiment très ouvert, très divers du point de vue des appartenances, des identités sur la colonisation française. Et ça s'appelle Colonisation, notre histoire. On a fait au mieux. Pour moi, c'est un livre très important qui affronte le moment où nous sommes et qui le fait d'ailleurs de manière régressive. C'est-à-dire ça commence par la colonie aujourd'hui et puis ça se terminera par... Voilà. C'est-à-dire c'est un livre qui est fabriqué à l'envers parce que d'une certaine manière, cet envers est notre endroit. C'est notre endroit. Notre endroit, c'est un présent de longue durée. Et ce présent, ce passé colonial, aujourd'hui, il ressurgit. C'est comme ça. On peut trouver ça surprenant, encore une fois à contre-temps, mais on va pas... C'est pas un jouet qu'on va remettre dans sa boîte. C'est là, voilà. Et ce livre-là, on s'attend à être attaqué de partout. Voilà. C'est-à-dire qu'il va être trop ceci, pas assez cela, et il y aura... Bon, voilà, mais c'est bien. C'est bien. Enfin, je veux dire, ça vit. C'est-à-dire, voilà, sans aucune polémique. Les lieux de mémoire de Pierre Nora, 4000 pages. Les meilleures historiennes et historiens de leur génération, au moment où l'historiographie française est au maximum, en fait, de sa notoriété, de son talent, etc. Les lieux de mémoire, 7 volumes, 4000 pages. Vous le voyez aujourd'hui, 84, hein, c'est pas... Ça ne parle pas de la France coloniale, mais pas du tout. Mais pas plus que de la France ouvrière non plus. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans ces lieux de mémoire, il n'y a pas... Évidemment qu'il n'y a pas les massacres de Sétif, mais il n'y a même pas des murs de... Quand on le voit aujourd'hui, c'est comme littéralement un éléphant au milieu de la pièce. On se dit, mais comment ont-ils pu ne pas voir ça ? C'était les meilleurs, ils ne l'ont pas vu. Et nous-mêmes, sans doute qu'on ne voit pas des choses que d'autres voient, et peut-être par la militance. Et aussi suis-je persuadé, et c'est plutôt rafraîchissant, que voilà, les historiennes et les historiens futurs, eh bien, nous corrigerons en bien des points, nous en voudrons sur d'autres, nous ferons des reproches, que l'histoire mondiale de la France paraîtra terriblement datée. Ce que je sais, c'est que enfin, je ne sais pas, mais je m'en doute, c'est pas les reproches qu'on nous a faits qu'on nous fera. C'est d'autres qu'on ne connaît pas. Mais globalement, ça va dans votre sens, monsieur. Voilà. Quand on est historien, même si c'est un historien du Moyen-Âge, toute histoire est contemporaine. Donc, on est toujours historien d'aujourd'hui. Et l'aujourd'hui, on le prend comme il est. Voilà.
Bonjour, merci beaucoup. Moi, puisque vous parliez de transmettre la connaissance, moi je voulais vous remercier de ce que vous avez fait avec Arte, parce que j'aime Arte. Et c'est là que je vous ai découvert, et je veux bien que vous continuiez vos émissions, hein, par exemple, que vous mettiez de nouveaux numéros, hein, parce que voilà, j'ai l'impression que vous nous élevez, enfin, c'est que le partage de connaissances, d'intelligence, ça élève chacun. Donc continuez. Ah, c'est très gentil. Effectivement, on fait, je suis en train de tourner les nouveaux épisodes. Là, il y a une 4e saison, 15 épisodes quand l'histoire fait date, et où là, même sur, par exemple, le premier épisode que j'ai tourné cette semaine, et puis on va à Fourmi, pour la fusillade de Fourmi 1891, la semaine prochaine, c'était le 1er mai. Ah oui, bien sûr. Eh bien, mes jeunes collègues, par exemple, avec qui j'ai fait l'histoire mondiale de la France, ils sont très, très au fait de plein de choses auxquelles peut-être moi je n'aurais pas pensé, en histoire environnementale, en histoire climatique, etc. Mais ils avaient oublié le 1er mai. On nous a cogné quand même sur l'histoire mondiale de la France. Mais ça a été quand même, ça a été très asymétrique, on va dire. Hein. On peut dire que ça donne l'image d'un pays un peu hémiplégique, qui ne bouge que d'un côté. Bon. À un moment, on s'est dit, mince, on a oublié le 1er... Enfin, je ne dis pas qu'on a oublié le 1er mai, mais je dis que, voilà, l'histoire ouvrière, ça ne fait plus partie du kit de ces historiennes et historiens progressistes. Et voilà. Donc, vous voyez, pour regarder quelque part, on le regarde d'un endroit et on voit plein de choses de n'importe quel endroit, mais ce qu'on ne voit pas, c'est l'endroit où on est. Et donc, ça s'appelle un point aveugle. Et toute la question, c'est savoir où sont nos points aveugles aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut multiplier les expériences. Oui, merci de me donner la parole. Vous avez parlé de ce qui s'est passé sur le colonialisme et aussi comment se comportaient les colons en Afrique. Mais il y a une ancienne ministre, donc que je ne nommerai pas, qui en a parlé, mais qui n'a pas voulu aller jusqu'au bout en parlant de ce qui se passait en Afrique du Nord avant l'arrivée des colons, sur l'esclavage. Je ne suis pas sûr de comprendre votre question et ce à quoi elle fait allusion. Je ne vois pas où vous êtes d'ailleurs. Il y a eu une déclaration sur l'esclavage des Européens pendant qu'ils faisaient en étant dans ces pays. Et avant d'arriver, il y avait l'esclavage en Afrique du Nord. C'est ça que je voulais dire. Ah oui. Oui, bien sûr. C'est effectivement... Là encore, il y a un livre. Oui, là encore, il y a un livre qui dit ça très bien. C'est le livre sous la direction de Paulin Ismar qui s'appelle « Les mondes de l'esclavage », qui est le premier livre qui met en regard l'ensemble des situations d'esclavage dans le monde. Alors vous avez parfaitement raison de dire que l'esclavage n'est pas un privilège occidental. L'Occident n'a aucun privilège, et même pas celui de l'oppression, de la domination ou du colonialisme d'ailleurs, puisque effectivement, la Chine a aussi colonisé l'Asie du Sud-Est. Bon, voilà, ça c'est évident. Et donc, il y a une histoire mondiale de l'esclavage depuis, on va dire, la Mésopotamie jusqu'aux formes de l'esclavage moderne.
il y a évidemment des traites, puisque c'est à ça que vous faites allusion, qui sont quand même très bien connues aujourd'hui, et qui sont par exemple traitées par des historiens de l'Afrique ancienne, comme François-Xavier Fauvel, qui est professeur au Collège de France, les traites arabes. Voilà, bien sûr. Et il y a effectivement différentes situations d'esclavage. Mais ce qui était très intéressant dans ce livre, c'est que quand on prend pour une fois tout, qu'on compare, qu'on met en regard, qu'on étale historiquement toutes ces expériences, en parlant également voilà, de l'esclavage interafricain, de l'esclavage russe, du second servage, etc. Ce qui ressort, c'est l'extraordinaire spécificité de la traite atlantique. C'est-à-dire qu'il est faux de dire, et vous avez raison de rappeler, que les Européens n'ont pas le monopole de l'esclavage, mais en revanche, une traite qui, en non seulement un siècle et demi, mais avec un acmé qui dure très peu de temps, qui dure 2 générations, de la dernier tiers du XVIIIe siècle au premier tiers du XIXe siècle, qui concerne 12 millions et demi de captifs africains qui font la traversée de l'Atlantique. Ça, c'est un phénomène qui, justement, quand on compare l'ensemble des expériences, ressort avec une netteté proprement monstrueuse, comme ressort certaines spécificités de l'esclavage, disons, moderne, européen, c'est-à-dire le fait qu'il soit racialisé, par exemple. On n'a pas besoin de la race pour être esclavagiste. Tous les esclavages antiques le démontrent. Mais racialisé, voilà. Et c'est pour ça, effectivement, que des travaux comme ceux d'Achille Mbembe, par exemple, sont si importants. C'est-à-dire qu'ils montrent, au fond, que cette histoire, c'est notre histoire. Elle ne me concerne pas simplement si je suis le fils ou la fille de descendants d'esclaves ou de négriers. Elle me concerne en tant qu'il n'y a pas une famille française qui n'ait été, au fond, économiquement ou socialement, intégrée dans une société qui était esclavagiste. Voilà. Donc, encore une fois, c'est, au fond, je dirais de l'esclavage ce que on va dire de la colonisation, c'est que c'est toute notre histoire et qu'il faut effectivement considérer de manière inclusive toute notre histoire. Et c'est notre histoire. Ce n'est pas simplement celle des autres. C'est notre histoire. Et parce que ça nous affecte dans notre commune humanité et parce que, d'une certaine manière, il n'y a pas de raison d'en déléguer la colère à ceux qui se diraient d'ailleurs, des descendantes ou descendants d'esclaves. Bonsoir, merci beaucoup. Je voudrais revenir sur une expression de Gérard Noiriel dans un ouvrage qu'il a fait sur les événements qui sont passés en août 1893, c'est-à-dire la tuerie d'ouvriers italiens venant du Piémont sur un préjudice économique, puisque les Italiens considéraient que les trimards, c'est-à-dire les ouvriers français un peu cabossés, n'étaient pas suffisamment productifs. Et je voudrais revenir sur ce qu'il appelle une distinction entre, et pour vous, est-ce que vous faites ces distinctions, le devoir de mémoire et le devoir d'histoire, en particulier dans l'actualité avec cette panthéonisation du groupe Manoukian qui peut être aussi un débat sur qu'est-ce que c'est que le devoir de mémoire et le devoir d'histoire. Juste pour dire qu'au Musée national d'histoire de l'immigration, évidemment, l'épisode d'Aigues-Mortes,
auquel Gérard Noriel a consacré un livre est en bonne place, figure en bonne place. Oui, oui. Et c'est vrai que pour moi, je pourrais vous répondre simplement, sans faire de longues phrases. Pour moi, effectivement, en tant qu'historien professionnel, je ne me reconnais qu'un seul devoir, c'est celui de l'histoire. Voilà. Mais en tant que citoyen, je suis tout à fait prêt à être embarqué dans des politiques mémorielles, et je ne vois pas pourquoi d'ailleurs le politique au sens noble et neutre du terme s'en trouverait dessaisi. Moi, ça ne me choque pas qu'il y ait une politique de la mémoire qui soit politiquement instituée. Je vais juste remarquer que l'expression devoir de mémoire est une expression qui est au fond difficile, assez contre-intuitive. Elle s'autorise de Primo Levi, qui n'a jamais parlé de devoir de mémoire. Pour lui, il y a un devoir de témoigner et une difficulté à témoigner. Et aujourd'hui, évidemment, cette expression peut, avec la meilleure volonté du monde, prendre, je dirais, une connotation un peu scolaire, quoi. Est-ce que tu as bien fait tes devoirs de mémoire? Bon. En tout cas, une chose est certaine, c'est que on pourrait les distinguer, vous avez parfaitement raison de le dire, mais on n'est pas non plus obligé de thématiser de manière systématique et raide, nette, l'opposition entre l'histoire et la mémoire. Moi, au fond, je ne la reconnais pas. Au fond, ça a été une manière, encore une fois, au milieu des années 80, de dire, bon ben voilà, il y a l'histoire qui est une sorte de récit commun qui est, au fond, assiégé comme une forteresse par des mémoires affrontées, effervescentes, qui viendraient réclamer leur dû. Mais en fait, quand on parle justement de ces... des Italiens, d'Aigues-Mortes ou d'autres qui réclament reconnaissance ou simplement dignité. Il ne s'agit pas de mémoire, il s'agit simplement d'histoire, en fait. Et dans la plupart des pays non démocratiques, ce qui ment, ce n'est pas la mémoire, c'est l'histoire. Poutine, historien en chef, comme le dit Nicolas Werth, la première chose qu'il ait fait avant d'envahir l'Ukraine, c'est de supprimer Mémorial. Et Mémorial, c'est quoi? C'est un lieu, alors justement, où on construit la connaissance sur le passé. Et une connaissance qui n'est pas mensongère, contrairement à l'histoire instrumentalisée par le pouvoir. Donc vous voyez, je ne suis pas sûr qu'il faille, de manière aussi raide, thématiser l'histoire et l'opposition entre l'histoire et la mémoire. Moi, je pense que chacun a droit à sa mémoire, bien sûr, mais que ceux qui s'opposent, c'est pas une histoire qui serait nécessairement unique et des mémoires qui seraient revendicatives et effervescentes. En fait, on n'a pas besoin peut-être d'un récit commun. On a besoin de récits en partage. Oui, je pense que ça fait référence aussi à tous ceux qui ont voulu, pendant les 20 dernières années, en tout cas, construire ou creuser cette idée d'un roman national, mais dans un objectif très politique. Je pense que ce que les historiens et historiennes, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi les historiennes, oui. Ça aussi, ça a été un grand combat. Oui. Mais voilà, vous avez déconstruit cette notion de possibilité d'un roman national. Oui, en tout cas d'un roman national qui serait nécessairement attaqué, érodé, contesté par des mémoires. Et c'est cette pluralité des mémoires contre l'unicité du roman national qui ne va pas. Ce qui ne va pas dans l'expression roman national, c'est pas national. On n'a pas de problème avec le cadre national. Nos vies s'organise quand même aujourd'hui, quoi qu'on en dise, assez massivement dans un cadre national. Mais c'est roman, en fait,
j'ai rien contre les romans, ni contre la littérature. Mais voilà. Et puis, si on n'est pas obligé de faire des romans naturalistes. Enfin, on n'est pas obligé non plus de concevoir, disons, un grand récit. C'est ça, en fait, dont il est question. Alors, il y avait monsieur qui avait une question. Oui, bonsoir. Moi, j'aurais voulu savoir une chose. Est-ce que le manuel scolaire n'aurait pas eu plus de poids que les monuments que nous sommes en train de faire, comme sur la porte d'Oreille? On aurait expliqué à la population avant l'histoire de France avec ses colonies. Parce qu'ici, il y a des gens qui ne savent même pas pourquoi la rue Faidherbe, et qui est Faidherbe. Et ce qu'il a fait en Afrique, on ne le dit pas. Gallieni, pareil. Donc, je pense que le départ est faussé. On aurait dû quand même les introduire dans les manuels scolaires. Ça aurait donné peut-être plus de connaissances et moins de diminuerait, comme vous l'avez dit, plus de connaissances et moins de haine. Alors, vous avez parfaitement raison, monsieur. Je vous en remercie. Alors, nous, notre travail, c'est pas d'écrire les manuels scolaires. Un travail, disons, moi je suis universitaire et mon expérience est limitée. Je n'ai jamais enseigné ailleurs que dans l'enseignement supérieur. Mais on forme les profs qui vont être les enseignants de nos enfants. Et puis, on fait, alors soit dans les livres, dans des musées, dans ce qu'on veut, on rassemble des connaissances qui ensuite seront diffusées éventuellement dans les manuels, même s'il ne faut pas fétichiser le manuel. Vous savez, aujourd'hui, les enseignants, ils ont leur propre liberté pédagogique, il y a des programmes, mais il y a aussi une fabrique scolaire de l'histoire, et c'est très important de la considérer comme ça dans son autonomie. Mais il y a toute une chaîne comme ça, et c'est vrai que ça passe par toute une série de médiations. Celle que nous sommes en train d'inaugurer et que nous allons faire vivre, celle des rapports entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Nous sommes un certain nombre, effectivement, et vous avez raison de le souligner, à travailler pour que les ponts ne soient pas coupés. Mais ce n'est pas si évident, parce qu'aujourd'hui, chacun est, d'une certaine manière, un peu tenté de descendre aux abris. Les universitaires avec les universitaires, voilà. Et donc, pour que tout ça circule, il faut évidemment continuer à travailler ensemble. Mais ce que vous dites, c'est tout à fait intéressant et fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur ces questions-là, notre soif de connaissance et de reconnaissance, eh bien, elle ne va pas s'étancher de sitôt. Donc, ceux qui s'énervent ou s'impatientent sur les « oh, ça va, on en a déjà beaucoup parlé », ben, ça ne fait que commencer. Que ça leur plaise ou non. Et c'est très bien ainsi. Merci. Moi, je voulais, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le débat qui est un peu pauvre, le débat politique, en général, je dirais, un peu pauvre. Alors, sur ce sujet de l'immigration, on peut craindre le pire avec ce qui arrive. Mais justement, il me semble que vous avez un certain rôle, entre autres dans les médias, je dirais, faciles, c'est-à-dire comme Arte, où on peut le voir tous les jours, enfin tous les jours. Le dimanche, c'était le dimanche après-midi, je crois. Ou bien sur France Inter. Et là, j'aimerais savoir pourquoi, à votre avis, cette émission que nous, on écoutait religieusement, je dirais, entre guillemets, le dimanche, qui apportait quand même un certain nombre de discours intéressants qui allaient à l'encontre de ce discours officiel qu'on entend, avec des spécialistes, à chaque fois différents, évidemment, en fonction du sujet, et vous qui faisiez évidemment le lien entre tous ces spécialistes. J'aimerais savoir pourquoi, aujourd'hui où on a besoin de ce type d'éclairage,
malheureusement, on se retrouve avec une chaîne officielle qui supprime l'émission sans que j'ai pu comprendre pourquoi. Il me semblait quand même que vous aviez beaucoup d'auditeurs. Donc, bon, sans mettre en cause, bien sûr, qui que ce soit, je voudrais juste savoir votre opinion à ce sujet. Merci. Mon opinion, si vous voulez, c'est que le drame des universitaires, c'est que ce sont souvent d'anciens bons élèves. Et le syndrome du bon élève, c'est de se dire, tiens, si je fais bien les choses et si j'ai des bons résultats, ça va marcher, on va me remercier. Là, on faisait correctement les choses. Je crois qu'on avait de très bons résultats d'audience. Mais si, pour plein de raisons, en fait, on n'en veut pas, on n'en veut pas. Donc, il y a des situations politiques qui s'annoncent. Et dans ce cas-là, si l'émission s'installe, autant la supprimer très vite. Et c'est là le syndrome du bon élève, se dire « Ah, c'est bien, on s'installe ». Ben oui, mais si quelques-uns pensent que c'est pas bien qu'on s'installe, autant la supprimer rapidement. Bon, donc, voilà, pour vous répondre. Maintenant, je ne veux pas politiser à outrance la question, parce que d'abord, je n'en sais rien. On ne m'a pas donné d'explication, ce qui n'est pas effectivement le meilleur moyen pour que ne se développe pas une explication paranoïaque, mais c'est comme ça. Et c'est pas très grave, on continuera ailleurs, on inventera d'autres espaces. On est quand même dans un pays où on peut parler, et il ne faut pas non plus surjouer la difficulté qu'on a, nous, les intellectuels, à aller au-devant d'un public. C'est vrai que pour moi, c'est dommage. C'était une occasion, en tout cas un rendez-vous. Voilà, c'est jamais agréable de voir des portes se refermer, mais on en ouvrira d'autres. C'est pas grave. Et puis encore une fois, si on compare quand même notre pays aux autres, je ne dis pas que ça nous rassure, mais ça nous encourage. Ça nous encourage à défendre tout ça. À défendre tout ça. On parle souvent avec Aurélie de l'Italie, qu'on aime, et qui nous a... et qu'on aime parfois moins, et qui nous a quand même... Voilà, donc la mort de Berlusconi nous rappelle quand même qu'un État culturel, par exemple, ça se détruit très vite. Voilà. Et que c'est une série, c'est pas à toi que je vais dire ça, une série effectivement de dispositions réglementaires, de nominations, d'institutions, et auxquelles on doit tenir, et qui n'appartiennent à personne. Hein, c'est-à-dire les gouvernements en sont les administrateurs. C'est pas eux qui ont fondé le CNL, le CNC, etc. Donc ils doivent les faire fonctionner. Ils doivent pas s'en autoriser. Ils doivent pas engueuler les. Bon bref. Mais donc il faut ça nous appartient. Donc il faut y tenir. Donc là pour l'instant de toute façon on peut dire il y a une radio publique. Il y a des émissions, elles sont supprimées, c'est dommage. Bon, ok. Mais on est encore dans ce système-là. Mais l'Italie nous montre que ça peut se dégrader très vite. Et dans ce cas-là, c'est irréversible, en fait. Oui, si je peux, juste un petit mot, mais c'est vrai que, alors là, pour le coup, mais l'audiovisuel public en France et partout, c'est l'un des piliers de la démocratie. Et quand, effectivement, on voit la violence des attaques idéologiques qui ont eu lieu au cours des derniers mois, en fait. Moi, j'avais pas même souvenir d'avoir connu ça avant. Ça fait peut-être 1 an, 2 ans. Ces attaques se sont déchaînées contre l'audiovisuel public, en partant de certaines chaînes, de certaines émissions. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous voyez à quoi je pense. Mais vraiment, un matraquage contre l'audiovisuel public. Et ça peut provoquer de la part de ceux qui ensuite... donc là, c'est pour qu'il n'y ait pas une explication paranoïaque, justement, mais ça peut provoquer une forme de presque d'autocensure, parfois, en face, sans qu'il y ait besoin de quoi que ce soit. Il n'y a aucune demande explicite ou quoi. Mais c'est vrai que là, on le voit bien, dans une forme de guerre idéologique contre ce qu'on peut appeler une forme de trumpisme culturel, enfin, qui vient d'une partie bien identifiée du champ
intellectuels de ce pays. Et voilà, l'audiovisuel public, ça fait partie de nos trésors. Et c'est vrai que Berlusconi, c'est ce qu'il a attaqué. Il est rentré dans la politique italienne par l'audiovisuel et en détruisant en fait tous les repères. Et je dirais le summum presque, ça a été quand même que l'Italie lui décrète un deuil national quand même. Alors ça. Oui. Alors oui, monsieur, je crois qu'il n'avait pas encore posé une question là, je pense. Je voudrais revenir sur ce que disait monsieur juste devant moi par rapport au manuel. Je pense que paradoxalement, c'est à l'époque de l'Union française qui était vantée par les gouvernements de l'époque que les petits Français en savaient le plus long sur Faidherbe et le Sénégal, etc. Ensuite, ça a complètement disparu de la circulation, ce genre de choses. Évidemment, c'était présenté d'une manière laudative et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais c'est vrai qu'au point de vue de la connaissance, il me semble qu'en histoire, moi j'ai enseigné le français, en fait, mais en face de moi, j'avais des élèves que je titillais de temps en temps sur le plan historique. Et j'ai pu constater au fil des années, parce que quand même en 40 ans, on voit un petit peu l'évolution, que l'histoire est devenue un vrai problème. C'est-à-dire que vraiment, la baisse des connaissances, les confusions, et ça, les manuels, les programmes ont évolué. Je les ai vus changer au fur et à mesure. J'en discutais avec mes collègues, dans le sens où évidemment, on ne voulait plus du roman national. Mais pour le coup, depuis le primaire jusqu'au secondaire, on a complètement éclaté l'histoire, ce qui fait que dans l'esprit des élèves que j'avais en face de moi, c'était une espèce de confusion totale. Dire même le poème de Prévert sur la liste des Louis les uns après les autres dans le sens chronologique, ça leur échappait parce que pour eux, ils ne voyaient pas d'inconvénient à mettre Louis XIII après Louis XVI et ainsi de suite. Donc là, il me semble qu'il y a un vrai problème. C'est-à-dire que est-ce qu'on ne peut pas regarder de plus près? Vous l'avez dit, ce n'est pas votre rôle de faire des manuels. Mais là, moi, j'ai ressenti une vraie détresse devant l'évolution de l'enseignement de l'histoire et la confusion qu'il y avait dans la tête des élèves. Moi, j'entends ce que vous dites et je vous remercie beaucoup aussi pour votre témoignage, qui est davantage qu'un témoignage d'ailleurs, qui est une analyse. On a parlé de l'histoire mondiale de la France, on a parlé du Musée national d'histoire de l'immigration. L'un comme l'autre sont organisés par date. On a rechronologisé ce qui était un parcours thématique un peu vague au Musée national d'histoire de l'immigration en mettant des grandes scansions, 1785, le Code noir, 1917, bon là. Donc, je pense que nous serions, monsieur, d'accord, vous et moi, sur la nécessité, sans les fétichiser, effectivement, de scander par des grands repères un discours, une histoire. Ce qui m'intéresse aussi dans ce que vous dites, c'est le fait que, paradoxalement, aujourd'hui, dans ce monde qu'on dit globalisé, finalement, on serait toutes et tous ramenés à notre solitude et à notre isolement. Ce qui est parfaitement vrai, vous avez parlé de la décolonisation. La décolonisation et également la chute de l'Union soviétique et des pays de l'Est, pour l'Afrique, ça représente effectivement un étrécissement des horizons. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne cesse de parler de mondialisation, mais les horizons se bouchent pour la plupart, effectivement, des habitants de la Terre. Et ce qui fait que c'est une tenaille mortifère que d'opposer, c'est effectivement la lecture, disons, la lecture du monde des populistes ou du national-populisme, d'opposer l'enracinement au cosmopolitisme, le peuple aspirant à l'enracinement et les élites à un cosmopolitisme hors sol, alors qu'en réalité, effectivement, ce qu'on appelle une mondialisation, pour beaucoup, pour la plupart en fait, et en particulier pour les Suds,
ce sont des horizons bouchés, ce sont des anti-mondialisations. D'où effectivement le thème immense et dramatique des migrations et des migrations en Méditerranée. Alors une dernière question, avant que nous soyons rattrapés par le réchauffement climatique. Merci, c'est gentil. Bonsoir. Moi, je suis j'ai l'impression d'être un peu plus jeune dans le public. Non, mais alors ça, c'est très, très, très inconvenant. Alors là, on vous invitera plus la prochaine fois. Je voulais dire par rapport à ce qui s'est dit, je suis peut-être de ceux qui n'ont pas eu exactement les mêmes manuels scolaires, en fait, c'est ça, mais ça m'empêche pas d'être là ce soir et avec beaucoup d'intérêt. Et je vous remercie du coup pour votre accessibilité et votre humilité. La question que je me pose, ce qui me frappe en fait, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de... vous êtes historien professionnel, mais il y a quand même un souci du présent, je trouve, et peut-être une inquiétude, même si c'est pas le mot juste, de l'avenir. Et je me demande s'il y a une histoire du coup de ce souci du présent et de cette inquiétude de l'avenir, voire du regret du passé. Ce qu'on entend beaucoup, un peu un leitmotiv de c'était mieux avant aussi. Et voilà, je me demande si chaque génération ne se repose pas des questions génération après génération par rapport à ça. Oui, vous avez parfaitement raison. C'est ce qu'on appelle, c'est l'histoire d'un mot un peu pompeux, les régimes d'historicité, c'est-à-dire comment, au fond, on ressent individuellement, mais aussi collectivement, le passage du temps. Est-ce que c'est une constante que chaque génération se conçoive en rupture avec celle qui la précède, ou est-ce qu'il y a des moments d'accélération, des moments de nostalgie, voilà. Moi, je pense quand même que ce qui... tu viens d'y faire allusion et on le ressent physiquement ce soir, ce qui change notre rapport au temps qui passe, c'est le temps qu'on subit, c'est le changement climatique. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est, au fond, qui renverse, bouscule toutes nos catégories. Même si vous êtes incroyablement jeune, on vous a appris sans doute, dans votre prime enfance, que le temps géologique était indifférent à celui des hommes, que la Terre et la société ne jouaient pas sur la même partition. Or, effectivement, ce qu'on appelle l'Anthropocène, depuis 2000, depuis une vingtaine d'années, c'est le fait que l'homme, en société, devienne une force géologique. Ce qui bouleverse, comme l'a montré l'historien bengalais Dipesh Chakrabarty, toute notre catégorie, parce qu'en fait, l'histoire naturelle n'était pas une histoire pour nous, il n'y a d'histoire que d'hommes. Et si, alors, les temps de la Terre sont accessibles à la décision politique, d'abord, d'une certaine manière, c'est une formidable nouvelle pour la dite action politique, mais ça nous oblige à tout reconsidérer. Donc, c'était mieux avant. Comment on peut, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le fait que ce qu'on a considéré autrefois comme une sorte de compte à rebours, vers une fin du monde dont les urgences un horizon, presque au sens géographique du terme, c'est-à-dire un horizon, évidemment, il recule au fur et à mesure qu'on s'avance. Aujourd'hui, cette urgence devient imminente et a un temps qui est calculable, ce qui est un bouleversement cognitif. Voilà. Nous, littéraires, on était d'une certaine manière habitués à s'opposer à une raison calculante ou calculatoire, gestionnaire du monde. Non, il y a de l'imprévisible, etc. Mais là, il faut effectivement plutôt reprocher à nos politiques d'être imprévoyants. Puisque finalement, oui, il y a peut-être de l'imprévisible, mais là, il y a une prévision qu'il faut prendre en compte. Et ça,
En revanche, je veux bien qu'on me dise que c'est toujours la même chose, que les générations sont toujours crues, qu'on a toujours pensé que c'était mieux avant, qu'il y a des renaissances successives, que bon, patati patata, mais ça, franchement, c'est un truc qui est totalement inédit. Voilà. C'est-à-dire cette évidence de l'imminence qui fait qu'on ne peut plus dire qu'une urgence chasse l'autre et qu'il y a toujours plus... Ça bouleverse notre catégorie de l'entendement humain et du temps avec une rapidité et une radicalité qui, à mon sens, n'a pas de précédent en histoire. Au sens où la connaissance scientifique a toujours étendu notre domaine de liberté, et là, en fait, elle le restreint. Elle le restreint. Et il y a là un temps qui est un temps mesurable et négociable, en fait, politiquement. Bon, sur ces paroles optimistes, je propose qu'on remercie vraiment encore une fois très très chaleureusement Patrick Boucheron. Merci. Merci Isabelle, merci Madame la directrice, voilà. Et merci Rénal, merci à toutes les équipes de la DAC et de Bibliocité pour l'organisation de cette soirée. Et donc on vous donne rendez-vous au mois d'octobre avec Philippe Aguillon, puis au mois de novembre pour les prochaines conférences du Collège de France au sein des bibliothèques de la ville de Paris. Merci. Thank you.